Alors, ainsi donc, très chers amis, merci pour votre présence et venir assister à cette belle table ronde sur franc-maçonnerie, imaginaire et bande dessinée. Je vous rappelle le titre que nous lui avons donné avant d'inviter nos trois stars du jour. La franc-maçonnerie utilise un riche langage symbolique. Elle se confronte à des mythes et légendes issus du grand imaginaire. La bande dessinée permet de mieux s'en imprégner. Sa lecture et son déchiffrage mèneraient-ils plus facilement aux travaux maçonniques? Voilà. Alors, je vous présente tout d'abord Alain Jacques Lacot, qui est complètement ici sur votre droite, éditeur de l'ésotérisme et de la franc-maçonnerie. Il a sévi sous un pseudo en tant que réalisateur sous le nom de Jacques Vial-Besset. Il a publié entre autres un roman qui s'appelle La Conjuration des Vengeurs, qui est un thriller ésotérique adapté en bande dessinée et qui s'appelle après des déclinaisons, c'est La Vallée des Hommes, Les Nobles Voyageurs. Il vous en parlera plus. Et puis c'est aussi un grand éditeur de poésie. À côté de lui, Joël Grégonia, qui est un biographe et un spécialiste de Hugo Pratt et de Corto Maltese. Voilà. Il a sévi en tant qu'avocat, il a sévi en tant que grand ponte de la Grande Loge de France et il a entre autres participé en 2008 à une édition qui s'appelle Corto l'initié, en 2011 Les Arcanes du Triangle Secret, en 2012 La Venise d'Hugo Pratt. Il vous en parlera. Et enfin, à côté de moi, François Bouc. François Bouc est un auteur de bande dessinée, un gamin de mon âge, né en 55, et qui il a déjà réalisé des kilos et des kilos de bande dessinée en tant que scénariste et dessinateur. Il a reçu, entre autres, le Grand Prix de la ville d'Angoulême, qui a consacré tout l'ensemble de son œuvre en 1998. Il a aussi eu le prix Albert Uderzo en 2007 et le prix Saint-Michel en 2019. Voilà. Et puis c'est surtout l'homme qui a fait cette magnifique exposition que vous avez peut-être pu parcourir à côté dans les cours Civici, le petit Léonard décodé. Voilà, il va nous en parler tout à l'heure. Alors, l'idée de cette table ronde, c'est de les inviter à s'exprimer pendant 3/4 d'heure, 1 heure, puis après vous aurez un petit peu de temps pour leur poser des questions sur leur façon de faire ou sur leur œuvre. Alain Jacques, je te laisse la parole pour commencer à nous parler de ce qui peut être imaginaire en bande dessinée et en quoi on peut imaginer des métaphores avec l'approche symbolique ou autre dans la maçonnerie. En introduction, je vais vous dire deux choses. Le monde de la maçonnerie et le monde de l'imaginaire. En fait, la franc-maçonnerie, si je devais la résumer en une phrase, ce sont des pharmaciens ou des comptables qui se prennent pour des chevaliers. Ça n'est pas une plaisanterie. Bon, ça, c'est le premier lien entre les francs-maçons et l'imaginaire. Parce que ça n'est pas sans conséquence que des gens normaux se prennent pour des chevaliers. Ça a des conséquences très précises. La fiction précède la réalité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui n'est pas non plus une... Alors, je vais développer le premier, bien sûr. Le deuxième point, c'est que pourquoi la franc-maçonnerie est un monde de l'imaginaire. Dès le départ et dès l'origine, d'ailleurs, de la franc-maçonnerie spéculative, d'entrée de jeu, on est dans le monde de l'imaginaire. Pourquoi ? Le duc de Montagu, en 1723,
il demande à un mec qui s'appelle Anderson et d'écrire les constitutions dites depuis d'Anderson. Et Anderson, c'est un pasteur anglican. Il est pauvre puisqu'il est pasteur, mais il a aussi une spécialité, c'est que c'est un monsieur qui écrit des fausses généalogies pour les hauts bourgeois qui veulent avoir des antécédents nobles. Donc son boulot, c'est il écrit des fausses généalogies. Bon. Et le duc de Montagu, qui lui demande d'écrire les devoirs du franc-maçon, lui demande en même temps d'écrire l'histoire de la franc-maçonnerie. Et évidemment, Anderson, qui écrit des fausses généalogies, eh ben, il écrit la fausse généalogie de la franc-maçonnerie. Parce que bien évidemment, l'histoire, le titre 1 des constitutions d'Anderson, c'est un roman. C'est à très proprement parler un roman qui n'a strictement rien à voir avec l'histoire réelle de la franc-maçonnerie. Donc on est déjà, dès l'origine de la franc-maçonnerie, dans l'imaginaire. Il se trouve qu'il y a un autre frère, quelques années plus tard, qui va rajouter une couche sur cette première couche mythique de titre 1 des constitutions d'Anderson, qui s'appelle le chevalier Ramsay. Et lui, le chevalier Ramsay, parce que, bon, c'est bien beau, pendant une dizaine d'années, essentiellement, les membres de la franc-maçonnerie anglaise sont des nobles. Et, bon, dire à des nobles que on va faire d'eux des maîtres maçons et leur donner par analogie tout un enseignement qui consiste à bâtir. Bon, c'est sympa pour des nobles, mais bon, ils ne trouvent pas ça quand même très glorifiant. Donc, Ramsay a une idée en 1933, si ma mémoire est bonne, et il décide, lui, pour que les nobles soient fiers d'être francs-maçons, il fait un très beau discours qui est resté célèbre et que l'on apprend dans toutes les écoles de maçonnerie. Et il décide dans ce discours, ce qui est une pure fiction aussi, que les francs-maçons sont les descendants des chevaliers du Temple. Et effectivement, ça a quand même beaucoup plus de gueule pour les nobles anglais de se dire qu'ils descendent des chevaliers du Temple que d'un maçon. Donc ça a beaucoup de succès. Donc les deux textes fondateurs de la franc-maçonnerie sont, on est en plein dans le monde de l'imaginaire, ce sont des pures fictions. Ce sont des contes, dans tous les sens du mot conte et dans toutes les significations du mot conte. Voilà le premier rapport. Maintenant, le deuxième rapport, mais on va avoir 1 heure tous les 3 pour développer ça, c'est que le langage de la franc-maçonnerie est un langage symbolique. Et le langage symbolique, qui est un autre langage que le langage commun, il a exactement la même structure linguistique que le langage poétique et que le langage de la bande dessinée. En quoi? Alors je vais employer 2 mots savants, mais ça c'est juste pour frimer devant vous.
mais je vous les expliquerai après. Le langage poétique, le langage de la bande dessinée et le langage des symboles sont trois langages qui, je répète, n'ont rien à voir avec le langage commun et dont la principale caractéristique est d'être des langages où le signifiant veut plus dire de choses que le signifié. Alors je m'expliquerai tout à l'heure sur cette phrase que pour l'instant je vous laisse méditer. Donc d'entrée de jeu, vous voyez déjà que le cadre est posé, que l'on prenne le problème par la partie historique ou que l'on prenne le problème par sa partie linguistique, c'est-à-dire qu'est-ce que le langage, on est dans le monde de l'imaginaire et dans un monde où le signifiant a plus de sens que le signifié. Voilà pour commencer. Je te propose de laisser... François, tu veux continuer ? Je vous rassure, je vais vous dire en quoi le signifiant a, dans ces trois langages, plus de sens que le signifié. Alors, je veux bien continuer, mais j'ai rien préparé, moi. Donc, je vais essayer de... je vais essayer de repartir de ta conception de l'imaginaire. En fait, avec le travail que je fais, qui est donc dessinateur de bande dessinée, je me suis rendu compte que nous étions nous-mêmes des fictions, puisque tu parlais de fiction. Mais je me suis rendu compte que... je me souviens d'un gars que j'avais rencontré qui m'avait dit « Tu sais qu'entre toi qui te prends pour François Bouc et un fou qui se prend pour Napoléon, il n'y a pas de différence. » Et je me suis dit « Mais il n'est pas con, lui. Il me dit un truc que, plus ou moins précisément, je pouvais penser. C'est-à-dire que je m'appelle comme ça, mais au fond, c'est parce que au départ, j'ai une fonction croyance en moi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre dans ce monde si on n'a pas une fonction croyance. Et on est, comme on dit dans le Nord, des gens qui ont la tête à la gobée quand on est enfant. C'est-à-dire qu'on vous dit, toi, tu vas t'appeler François. Je dis, ah bah ok, d'accord, je suis prêt. Je suis prêt à m'appeler François. Je suis prêt à faire partie de cette famille. Comment elle marche, cette famille ? Elle marche comme ci, comme ça, comme ça. Dans cette famille, tu auras cette place-là. Ah, ok. Et donc, parce que j'ai la tête à la gobée, comme n'importe lequel d'entre nous, j'ai gobé tout ce qu'on m'a dit sur moi. Et donc, je me suis fabriqué la fiction qui est moi-même. Et les vertus de la bande dessinée sont très, très vastes parce qu'elles permettent de partir de l'endroit de la fiction qui est la nôtre pour fabriquer d'autres types de fiction. Et là, à ce moment-là, dans une bande dessinée, je peux être tous les personnages. Tous les personnages qu'on peut sortir et dessiner sont des personnages qui sont issus de nous-mêmes, de la confrontation avec les autres, et qui finissent par être aussi vrais que la fiction qui est celle de nous-mêmes. Et donc, on baigne dans cette espèce d'imaginaire complet. Et quand on se renvoie à d'autres types d'imaginaire, que ce soit celui de la maçonnerie ou que ce soit celui de la bande dessinée, du western, de ceci ou cela, on continue à se confectionner une idée de la fiction, de ce qu'est un être humain et de l'être humain ici, dans cette période-ci de notre vie. Avec bien sûr la socioculture dans laquelle on baigne, etc. On est obligé de bricoler un truc qui nous donne l'illusion d'exister en tant que héros de notre propre vie. Voilà ce que je pourrais dire comme ça. Vous voulez que je dise d'autres trucs, mais je sais pas. Moi, c'est assez, c'est assez. Allez, à toi. Alors moi, j'ai une approche de la bande dessinée qui est particulière. J'ai écrit sur la bande dessinée et non pas des bandes dessinées. Si, j'ai écrit quelques bandes dessinées qui seront peut-être un jour publiées si un éditeur accepte de faire l'avance des frais aux dessinateurs, ce qui n'est pas encore évident. Donc, je
j'ai un œil critique sur la bande dessinée. Et il y a des bandes dessinées qui sont des bandes dessinées totalement profanes et qui sont très bonnes. Quand vous regardez Gaston Lagaffe, ce n'est que du profane. Mais vous avez à côté de ça d'autres bandes dessinées qui sont des bandes dessinées qui veulent dire quelque chose de, comme on l'a dit tout à l'heure, de symbolique, quelque chose de métaphorique, quelque chose qui va parler à notre imaginaire. Et ces bandes dessinées-là sont intéressantes dans un cadre comme celui de ce salon, parce qu'elles touchent à la franc-maçonnerie. Et dans le cadre de ces bandes qui touchent à la franc-maçonnerie, vous en avez à nouveau de plusieurs sortes. Vous avez des bandes dessinées qui vont vous faire l'histoire de la maçonnerie. Vous en avez quelques-unes qui sont à vendre de l'autre côté, comme celle-ci par exemple, qui s'appelle La franc-maçonnerie dévoilée et qui examine un certain nombre de personnages, de Mozart à Hugo Pratt, comme dit le petit bandeau qui est là. Vous avez aussi d'autres sortes de bandes dessinées qui vont, comment dirais-je, reprendre des situations. Des situations, là vous avez par exemple Sept frères, qui est cette bande dessinée-là, elle est aussi en vente en face. Vous avez, elle est de Didier Convart, qui est l'un des spécialistes actuels de l'image de BD maçonnique. Et elle va vous prendre l'histoire, comme elle dit, de Sept frères. Vous avez ici le Grand Orient, qui est l'histoire d'un profane qui va devenir franc-maçon et qui va gravir les différents grades de la franc-maçonnerie. Vous avez une deuxième sorte de bande dessinée, ce sont les bandes dessinées qui vont vous reprendre des mythes de la franc-maçonnerie. Vous en avez certains qui sont déjà classiques, mais voici par exemple à nouveau l'ombre d'Hiram en franc-maçonnerie, qui vous prend le mythe d'Hiram et qui vous l'arrange un petit peu, qui vous l'explique, qui vous le développe. D'ailleurs, je dis mythe, je devrais dire légende, puisqu'il y a quand même une différence entre le mythe et la légende. Et puis, vous avez d'autres bandes dessinées qui sont des bandes dessinées où on va vous donner un langage symbolique, on va vous fournir un certain nombre d'éléments qui vont vous faire travailler et vont vous dire mais ça, c'est aussi du langage maçonnique, je vois des rapports entre la bande dessinée et la maçonnerie. C'est notamment tout ce qui touche Hugo Pratt. Là, vous avez en face deux bandes qui touchent spécialement la franc-maçonnerie d'Hugo Pratt. Et ceux-ci sont assez intéressants parce que ceux-ci font vraiment travailler. Et puis, vous avez une dernière sorte, et là, je laisserai présenter ça à Alain-Jacques Lacaux, parce que c'est de lui. Oh non, qui est La Conjuration des Vengeurs, qui est un roman policier à partir de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est dessous. Il y a tout un complot dans ce bouquin, qui est d'ailleurs un bouquin, c'est pas parce que tu es là que je le dis, hein, mais qui est pas mal du tout, et qui est la reprise d'un roman. Je préfère la bande dessinée, personnellement, au roman. Voilà, tout à fait. Et donc voilà, ce sont différentes façons de voir la franc-maçonnerie. Cela dit, je ne suis pas certain qu'il faille s'arrêter à des bandes maçonniques de ce type. Pourquoi ? Parce que je préfère personnellement voir ce qui relie l'imaginaire d'une façon générale et la franc-maçonnerie. Et vous avez des notions comme par exemple le sacré ou d'autres notions comme par exemple la transformation que vous allez retrouver dans d'autres bandes qui dépassent le cadre de la franc-maçonnerie. Un exemple, la franc-maçonnerie, dans son
parcours le plus simple va vous parler de dualité et va vous dire j'oppose j'oppose du noir à du blanc, j'oppose le 1 au 2, ou du moins le 1' au 1 seconde. Et cette dualité, elle va se traduire notamment dans l'imaginaire par quelque chose que nous avons beaucoup de mal à nous-mêmes définir, qui est l'opposition entre bien et mal, par exemple. Eh bien, vous avez une bande dessinée qui s'appelle Sin City, la cité du péché, tout un programme, qui va vous reprendre également cela. Et quand on voit les personnages de certaines bandes dessinées, on se dit, mais nous sommes entièrement dans une imagination que la maçonnerie, de son côté, nous amène à traiter. Par exemple, dans Sandman, il y a 7 éternels qui s'appellent le destin, la mort, la destruction, le désir, le désespoir, le délirium, et le dernier des personnages s'appelle Dream, c'est-à-dire finalement qui nous ouvre sur le rêve et la réalité. Dire sur ce que vient de dire François quand il dit je suis tous les personnages que je dessine, il dit quelque chose de très important. On fait un être humain et l'histoire qu'il se raconte. Consciemment ou inconsciemment, nous sommes tous des êtres qui nous racontons des histoires. Et ce que nous sommes, si l'identité existe, moi je suis plusieurs à l'intérieur parce que j'ai mon nom Alain Jacques Lacaux et j'ai mon nom d'auteur qui est donc un pseudonyme, donc déjà vous voyez on est 2, mais chaque être humain il est l'histoire qu'il se raconte. Ça, c'est fondamental. Et quand je vous disais tout à l'heure, la franc-maçonnerie, ce sont des pharmaciens ou des comptables qui se prennent pour des chevaliers, vous voyez bien qu'on est en plein imaginaire. Mais la graduation maçonnique, et c'est là que je vous disais, la poésie, la bande dessinée et le langage symbolique ont en commun une chose, ce sont 3 langages où le signifiant veut plus dire que le signifié. La graduation maçonnique, de 1 à 33 si on travaille au rite écossais ancien et accepté, ou du 1 à 5 si on travaille au rite français, c'est une série de contes ou de mimodrames ou d'histoires romanesques. On vous raconte une légende. Quand vous devenez maître, vous revivez la mort d'Hiram et vous réincarnez Hiram. C'est une histoire. Donc pour des auteurs, cette graduation qui se fait de légende en légende, c'est une malle au trésor de l'imaginaire. Rien que sur la mort d'Hiram, vous pouvez imaginer des dizaines de bandes dessinées. D'ailleurs, la première bande dessinée à connotation purement maçonnique, je ne me souviens plus son auteur, mais toi, tu vas savoir ça par cœur, Joël. La première bande dessinée strictement maçonnique, au sens propre du terme, c'est une bande dessinée qui s'appelait Hiram, et le tome 2 s'appelait La mort d'Hiram. Et voilà, on vous racontait sous forme de bande dessinée la légende d'Hiram. Point important, et je vais enfin vous expliquer ce que veut dire signifiant, signifié. Bon, le signifié, tout le monde sait ce que c'est le mot. Et le signifiant, c'est le halo de sens qu'il y a au-delà du mot. Ça veut dire quoi?
en poésie, la poésie est un jeu sur le langage où les mots que l'on accole les uns aux autres disent plus que ce qu'ils veulent dire au premier degré. Voilà pour le langage poétique. Le langage symbolique ne vous apprend strictement rien. Vous vous retrouvez un jour, quand vous êtes initié dans un monde, il y a une voûte étoilée, il y a un fil qui pend, il y a... Bon. Et personne ne vous dit, a priori, le symbole en soi, il ne vous dit pas voilà ce que ça veut dire. C'est à vous d'aller chercher la signification de ce que ça veut dire. Donc ça suppose, de la part de celui du spectateur qui est en face de ce monde de symboles, de ce langage symbolique, un effort. Le spectateur, en l'occurrence, ou le lecteur, devient acteur de qu'est-ce que ça veut dire. On ne lui dit pas ce que ça veut dire, c'est à lui d'aller chercher ce que ça veut dire. Et la bande dessinée, c'est la même chose. La bande dessinée, on fait une bande dessinée, c'est un scénario de film, sauf que les images sont fixes et que, sauf quelques transitions que l'on appelle dans le langage de la bande dessinée des phylactères, où vous avez un petit bandeau qui vous donne le changement de situation, mais vous êtes face à une image avec des bulles. Et ces images avec des bulles, c'est pas ce qui est important dans les bulles qui est le plus important de la signification de l'image. C'est chaque image veut dire quelque chose. C'est-à-dire que le scénariste dessinateur, souvent les scénaristes comme François sont aussi dessinateurs, il y a des fois où c'est deux personnes différentes, mais dans tous les cas, si vous voulez comprendre la BD, elle n'est pas écrite comme un roman, il faut que le lecteur... vous avez les vignettes, là, et puis vous avez des blancs entre les vignettes. Alors, quand on fait de la linguistique, on dit que le sens est dans les blancs, mais on fait le sens. Il ne faut pas seulement lire les bulles qui ne sont jamais que le dialogue, il faut lire l'image. Et donc, il faut que vous n'êtes pas un spectateur, vous êtes un lecteur actif, exactement comme vous êtes face au symbole. Ces trois langages sont structurés de la même façon. Donc retenez de ce que je vous dis deux choses. Les légendes maçonniques qui ponctuent la graduation, c'est un trésor de l'imaginaire. Il y a à chaque fois... vous appuyez sur le bouton et pour prendre la légende la plus importante, vous pouvez tirer 365 BD différentes de Hiram et la mort d'Hiram. Voilà. C'est un stimulateur de l'imagination. Parce qu'un des problèmes, pour généraliser un peu le propos, un des problèmes de notre société actuelle, c'est que l'imaginaire des gens n'est plus structuré. Au XIXe siècle, les savants rationalistes appelaient l'inconscient et l'imagination la folle du logis. Non,
l'inconscient et l'imaginaire de chacun n'est pas irrationnel. Il est structuré d'une autre façon que le langage rationnel. Alors effectivement, le Alain rôle... Jacques, je te coupe pour qu'on fasse tourner la parole un peu, le temps que tu construises la suite. Ouais. Moi, j'avais une idée sur laquelle je vous interrogeais. On parle souvent en maçonnerie de voyage. On parle de s'isoler dans le temple de tout le monde extérieur. Est-ce que la bande dessinée, c'est un moyen plus facile pour organiser ces voyages, François? Alors, je ne vais pas te répondre tout de suite à ça, parce que il y a des choses qu'il faut aussi préciser sur ce que c'est que le dessin. Parce que la bande dessinée, c'est dessiner. C'est un langage qui est organisé à partir du dessin. Le dessin, c'est une manière de contrôler les formes. Et les formes, c'est un moyen de faire entrer de l'intelligence à l'intérieur d'une forme, de lui donner une limite. Ça appartient au langage de la vue. Le langage de la vue est très spécifique. Je me suis intéressé à la génétique des sens. Et je me suis aperçu que le sens de la vue, c'était le sens qui était récapitulatif de tous les autres. Alors, dans la génétique, pour faire un petit tableau très vite de comment les sens apparaissent au bébé, le premier sens qui apparaît à un bébé, c'est le sens du toucher. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le sens du toucher qui apparaît, le bébé ne va pas pouvoir développer les autres sens. Quand le sens du toucher est apparu, d'un seul coup, il sent à l'intérieur du ventre de sa mère une sorte de limite, un peu comme la limite des traits qu'on fait autour d'une zone vide sur une feuille de papier. On va faire une zone, on va faire un trait de contour, et d'un seul coup, on va enfermer à l'intérieur de ce trait de contour du sens. Le bébé va sentir, la première chose, donc, c'est la limite de lui-même, en étant touché. Ce qui va lui permettre, après, de réveiller le sens de l'ouïe, parce que la vibration du son va tambouriner sur son tympan. Ensuite, il va y avoir l'émergence de l'émotionnel, parce qu'il va baigner dans un monde émotionnel qui est celui du monde émotionnel de sa mère. Ensuite, il va y avoir aussi la gustation, parce que les éléments de la gustation vont arriver à l'intérieur de lui grâce au cordon ombilical qui va faire que sa gustation... La première chose qu'il va faire au moment où il va sortir du ventre de sa mère, c'est l'inspire. D'un seul coup, la respiration va lui arriver. L'inspire va lui arriver et seulement après, en dernier lieu, va arriver l'œil. Même s'il y a une vision périphérique à l'intérieur du ventre de la mère, c'est extrêmement confus. Et l'œil, ce qu'il y a d'incroyable... Alors, je vais vous donner un autre exemple. Dernièrement, je suis allé en face de Notre-Dame de Paris. Il y a un truc qui est vachement rigolo à faire, c'est de visiter la cathédrale, puisqu'on ne peut plus la visiter de l'intérieur, visiter la cathédrale grâce à des casques de réalité virtuelle. Et quand on met un casque de réalité virtuelle, donc on a tout un parcours à faire. Et à un moment donné, le gars, il dit, parce qu'il y a une sorte de fantôme qui est un constructeur de cathédrale qui vous guide dans le parcours que vous allez faire, un avatar. Et donc, il vous dit, maintenant, tu vas monter sur la plateforme et on va aller au dernier étage de Notre-Dame. Et donc, on fait 2-3 pas, on est sur une espèce de plateforme qu'on voit, là, avec le casque. Et d'un seul coup, on est projeté au dernier étage de Notre-Dame. Et là, on est pris de vertige. Alors, ce qui est incroyable, c'est que si vous levez le casque, vous apercevez que vous êtes toujours sur le même pavé. Et pourtant, votre œil vous dit,
Vous êtes au dernier étage de la cathédrale et vous avez le vertige. Et vous essayez pas d'aller au-delà de la plateforme parce que sinon vous avez l'impression que vous allez tomber. Ce qui veut dire que l'œil prédomine sur toutes les autres connaissances. C'est-à-dire que vous avez beau savoir que vous êtes sur un sol ferme, eh ben, vous n'y croyez plus. C'est votre œil qui vous dit. Et la bande dessinée, elle a cette prédominance de travailler avec l'œil. Et notre travail à nous, dessinateurs de bande dessinée, surtout les dessinateurs réalistes, c'est de reconstituer une réalité ou une pseudo-réalité à partir des formes qu'on va mettre. Et si elles ne sont pas respectées, si elles ne correspondent pas à la réalité perçue par le lecteur sans même qu'il sache que cette réalité, il l'aperçoit, par exemple, si je veux que le fauteuil tienne bien dans la même perspective que le monsieur qui est derrière et qui est assis sur le même fauteuil, s'il y a un léger décalage dans cette perspective, l'œil du lecteur va sentir un malaise. Il va se dire, ce sol, il est vague. Et à ce moment-là, il ne va plus croire à la BD parce qu'elle ne lui renvoie pas une image expérimentale de sa vie. Et donc, nous, notre travail, dessinateur de bande dessinée, surtout quand on a choisi la voie réaliste, c'est celle d'essayer de comprendre comment marche la réalité telle qu'on l'a vécue et comment la restituer au mieux pour celui qui va la regarder d'un seul coup d'œil. Parce que parfois, on fait, je peux vous dessiner la salle ici, et dans une case de bande dessinée, peut-être un peu plus grande que celle habituelle, et je vais vous reconstituer la salle, et vous allez regarder avec un seul coup d'œil, vous allez vous apercevoir si c'est vrai ou faux. Et vous allez continuer le parcours de votre récit. Et ça, c'est vachement important, parce que notre travail consiste à faire entrer de la réalité dans des formes qui n'en sont pas. Des formes qui sont des formes virtuelles. Un trait, c'est un trait. Une feuille de papier blanche, il va falloir faire sortir de cette feuille de papier blanche la réalité du lecteur. Et donc on est constamment dans une espèce de relation permanente entre un lecteur supposé et sa connaissance supposée et ce qu'on veut lui faire, ce qu'on veut lui raconter comme histoire. Et donc on rentre dans une version de la réalité. Alors le problème de la réalité, ça aussi, on parle de fiction, mais le problème de la réalité, c'est un problème extrêmement intéressant et passionnant, puisque on crée de la réalité à partir de rien. Comment peut-on créer de la réalité à partir de rien ? Et ça, c'est notre travail, c'est de pénétrer à l'intérieur, consciemment, à l'intérieur de cette manière particulière qui n'a pas à voir avec la lecture des littérateurs, avec la lecture conceptuelle. La lecture de la bande dessinée est une lecture expérimentale, exactement comme l'enfant, quand il commence à expérimenter le monde et qui vérifie ce qu'on lui dit du monde. Parce qu'on lui dit du monde, comme je vous disais tout à l'heure, on a une tête tellement à la gobée qu'on nous dit plein de trucs sur le monde. On nous dit, le monde dit comme ça, t'as pas le droit de faire ça. Ça, papa, il veut ça. Mais maman, elle veut ça aussi. Et ils veulent des choses contradictoires. Il va falloir trouver une échappatoire au paradoxe qui est papa veut ça et maman veut ça. Et donc, on va faire quoi ? On va expérimenter grâce au dessin. La première chose que fait un enfant, c'est aussitôt qu'il a un support avec quelque chose pour pouvoir gratter dessus, il va l'utiliser pour vérifier ce qu'on lui dit. La vache, elle a des cornes, le cheval, il n'en a pas. Je vais le dessiner pour vérifier. Et le phénomène du dessin est un phénomène intégrateur. C'est-à-dire qu'on va intégrer une réalité à l'intérieur de nous, par vérification formelle. Bizarrement, dans notre cursus, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui abandonnent le dessin, ils ne savent même pas qu'ils l'abandonnent, au profit du mot, au profit du concept. Et il y en a d'autres qui continuent, comme moi, qui sommes des résistants à
à cette partie-là de l'éducation et qui continuons à expérimenter le monde grâce au dessin. Ce qu'on nous dit du monde, on va d'abord le vérifier. Et donc, on a toute cette partie-là qui est extrêmement intéressante parce qu'on s'aperçoit très vite que le mot, les mots qu'on a appris, d'abord, on n'aurait pas été capable de les écrire si on n'avait pas dessiné préalablement. C'est le dessin qui mène à l'écriture. Et l'écriture est d'abord géométrique. C'est des A, c'est des ronds avec une petite queue, etc. Enfin, je ne vais pas faire un truc là-dessus aussi. Mais, et donc, le dessin amène naturellement au mot, et le mot amène au concept. C'est-à-dire que si je dis table, sans la dessiner, alors là, il y a des milliers de tables qui vous arrivent à l'esprit. Et vous allez essayer, dans ces milliers de tables, de trouver celle qui correspond à la lecture que vous êtes en train de faire. Tandis que moi, dans la bande dessinée, si je dis table, je la dessine. Et je vais dessiner cette table-là, pas pareil qu'une table ronde, qui n'est pas pareil une table avec des moulures, etc. Et d'un seul coup, vous allez tout de suite réveiller une expérience qui sera l'expérience de cette table, qui n'est pas la même que la table ronde avec des pieds moulurés. La différence est énorme, parce que la littérature est fantomatique, alors que le dessin, il est, on pourrait dire, expérimental. Il renvoie directement. Le mot, pour définir par exemple, un jour j'étais en train d'écouter, ça m'est apparu comme ça, une pièce de théâtre, et il y a un gars qui parlait du courage. Ouais, le courage, le courage. Je me suis dit, mais après tout, c'est quoi le courage? Et je commence à me dire, ah oui, le courage, alors c'est ça, plus ça, plus ça. Et c'est d'autres mots qui me servaient à définir le courage. Et ces mots étaient aussi fantomatiques que le mot courage lui-même. Et donc on est un peu dans la même perspective que le dessin, c'est-à-dire que le dessin, à partir de rien, d'une feuille blanche, on va cerner et on va donner une définition à ce qui est à l'intérieur du contour, et par là même on va donner une définition à ce qui est à l'extérieur du contour. Si je fais une forme comme ça, d'un seul coup, j'ai déterminé à l'intérieur de cette forme l'oiseau. Et ipso facto, tout ce qui est autour, ça devient le ciel. Ce qui veut dire que la limitation de contour d'une forme définit à la fois l'intérieur et l'extérieur. Et que la tessiture de ce contour va elle-même définir celui qui l'a généré. Et donc il y a des tas d'informations qui se croisent et qui sont complémentaires les unes des autres. Mais cette complémentarité, elle vient du fait d'avoir sélectionné. J'ai sélectionné l'oiseau, la forme de l'oiseau, et par là même, j'ai sélectionné la forme du ciel, et j'ai donné un petit peu de moi dans la manière de traiter le trait. Hein, voilà, j'ai pas été trop long, pas trop chiant non plus. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire BD et franc-maçonnerie. Le premier en France qui a fait une BD strictement maçonnique, c'est un de mes copains, mais que vous connaissez tous dans la salle, c'est Didier Convar. Et Didier Convar, il y a 25 ans, il avait la cinquantaine d'années à l'époque, et Didier Convar était un scénariste de bande dessinée et un auteur de romans jeunesse qui travaillait chez Glénat. Et jusqu'à ses 50 ans, bon, il vivait moyennement de son travail. Et un jour, il se dit je vais écrire mon grand œuvre. Et il écrit un roman qui s'appelle Le Triangle secret, qui est un trieur. Et donc, dans le milieu de la littérature et de la BD, il avait un petit nom. On savait qu'il était du métier. Et il envoie ce pavé qui fait
680 pages à tous les éditeurs de France et de Navarre. Et tous les éditeurs de France et de Navarre lui disent Monsieur Convar, votre roman, il est très 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 bien, votre roman, mais le frère de Jésus avec les Templiers et les francs-maçons, ça va pas marcher. Et donc Didier Convar, qui avait mis 2 ans pour écrire son pavé, il était un peu déçu. Donc il en parle à Jacques Glénat, le patron des éditions Glénat. Et Jacques Glénat lui dit Didier, montre-moi ton manuscrit. Et Didier lui montre le manuscrit. Et 2 mois après, Jacques le convoque dans son bureau et lui dit si je ne me trompe pas, on va faire un carton. Alors, je vais recruter plusieurs dessinateurs de BD, un par époque, parce qu'il y a les spécialistes de l'Empire romain, il y a les spécialistes du contemporain, il y a les spécialistes du Moyen-Âge. Bon. Et donc, je te mets une équipe de dessinateurs à ta disposition et l'aventure commence. Et sort le premier triangle secret. Et dès l'histoire de Jésus, enfin du frère de Jésus, des Templiers et des francs-maçons au XXe siècle, là où tous les éditeurs lui avaient refusé son roman, le premier tome fait plus de 100 000 exemplaires. Donc, la série, à proprement parler, du triangle secret, elle a fait 7 tomes. Et puis elle a fait des petits, puisqu'il y a eu Hertz, il y a eu toute une série de déclinaisons. Et chaque succès du tome qui sortait réentraînait la vente des trucs précédents. Mais quand vous lisez le triangle secret, alors, si vous êtes profane, vous lisez une histoire assez abracadantesque entre effectivement le frère de Jésus, les Templiers et les francs-maçons actuels. Mais ça, c'est le premier niveau de lecture du triangle secret. Il y a un 2e et même un 3e degré de lecture. Parce que pour revenir à ce que disait François, une bande dessinée, mon signifiant qui signifie plus que le signifié, chaque vignette peut être décodée et doit être décodée. Et c'est la raison pour laquelle je ne sais plus quelle année, 2009, non ? J'ai demandé à Joël Grégonia de faire le bouquin de décodage du triangle secret. Ça s'appelle Les arcanes du triangle secret, le voilà, et qui a donc décodé les 3 niveaux de lecture qu'il y a à avoir du triangle secret. Alors pourquoi j'ai demandé à Joël Grégonia de faire ça ? C'est parce que quelques années auparavant, en 2006, si ma mémoire est bonne, je suis je crois, bon connaisseur de l'œuvre d'Hugo Pratt. Et tout le monde, il y a des dizaines et des dizaines de bouquins qui ont été sortis sur l'œuvre d'Hugo Pratt. Mais tous ces bouquins avaient été faits par des journalistes spécialisés de la bande dessinée qui ne connaissaient rien à l'ésotérisme. Alors ils avaient bien remarqué qu'il y avait un rapport avec la franc-maçonnerie, parce que dans Fables de Venise, vous avez Cortot qui traverse le plafond de la loge. Bon. De Venise.
Donc les journalistes de BD s'étaient dit, bon, ça a un rapport avec la franc-maçonnerie, mais ils s'en étaient arrêtés là. Ils n'avaient pas perçu, comme ils connaissent rien à l'ésotérisme, ils s'y connaissent en BD, mais ils connaissent rien en ésotérisme, et ils ne s'étaient pas rendu compte, en fait, que toute l'œuvre d'Hugo Pratt, c'est tous les ésotérismes de toutes les civilisations qu'il y a dans le monde. Voyage en Sibérie, c'est le chamanisme. C'est tout l'ésotérisme du chamanisme. Balade irlandaise, c'est tout l'ésotérisme celtique, etc. Et c'est dans ces conditions que j'ai fait faire à Joël son premier bouquin. C'est là qu'a démarré notre collaboration, un bouquin qui s'appelle Cortot l'initié, pour montrer donc tous ces ésotérismes. Il va nous en parler, c'est encore mieux. Joël. Oui, moi je suis un petit peu humble sur ces bouquins que j'ai écrits. Effectivement, j'ai écrit un certain nombre de bouquins sur la bande dessinée. Vous avez Cortot l'initié, qui est un bouquin qui est en cours de réédition, qui marche du tonnerre de Dieu. Et vous avez la suite de Cortot. Vous avez la suite de Cortot l'initié qui s'appelle La Venise de Hugo Pratt, parce qu'on ne peut pas traiter d'un personnage sans traiter de la personne qui l'a pensé, écrit et dessiné. Et puis derrière, il y a d'autres bouquins sur la bande dessinée qui ont existé et qui existent, comme par exemple celui-là, allez, on fait un peu de publicité, qui est un bouquin qui s'appelle Bande dessinée, imaginaire et franc-maçonnerie, qui est une bible de ce qui peut se passer dans ce domaine. Mais je voudrais vous dire quelque chose sur la bande dessinée en général, parce que c'est quelque chose qui pour moi est important. Voyez-vous, j'ai la faiblesse de sculpter, j'ai la faiblesse de peindre, de faire de l'aquarelle, de dessiner. D'ailleurs, lorsque je fais des dédicaces, elles sont toujours avec des petits dessins. Et quand je fais une aquarelle, quand je dessine, je ne sais pas ce que je fais. J'ai devant moi un paysage et je rentre dans ce paysage. Je rentre à tel point qu'il n'y a plus rien autour de moi. Et la main travaille toute seule. Elle travaille toute seule à tel point que je peux actuellement laisser ma main de telle façon qu'elle est totalement indépendante de l'esprit. C'est quelque chose de très très particulier. Et ça s'est développé peu à peu, cette chose-là. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce que je sais quand même, c'est que mon imagination passe directement dans le dessin que je fais. Et lorsque je fais un dessin de bande dessinée ou lorsque je fais un dessin, une aquarelle, je vous assure que ça sort du cœur comme vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Lorsque je fais des dédicaces, il n'y a jamais deux dédicaces pareilles parce que, voilà, c'est comme ça. Mais cette imagination, elle me fait partir. Elle me fait partir dès la première ligne, dès la première phrase, dès la première image. La première image de la bande dessinée, c'est un petit peu comme la première lettre d'un roman. Et alors, du temps que je faisais des études de lettres, j'avais étudié Salammbô. Comme beaucoup, nous avons lu Salammbô de Flaubert, nous avons rêvé. Eh bien, Salammbô commence par la phrase suivante. C'était à Mégara, faubourg de Carthage. Point. À partir de ça, je vous assure que l'imagination part. Quand on est dans des études littéraires, quand on est dans des études historiques, immédiatement on voit Mégara, immédiatement on voit les temples, immédiatement on voit tout. Et la bande dessinée, généralement, dans sa première image, est une image générale qui vous envoie sur le reste. Cela dit, cet imaginaire a ses limites. Oui, si la bande dessinée est bonne, parce qu'il y en a qui sont abominables, qui ne sont pas lisibles, et il faut d'ailleurs respecter le lecteur sur ce point-là. Le lecteur, il a le droit d'acheter ou de ne pas acheter un bouquin, il a le droit d'ouvrir le bouquin ou de ne pas l'ouvrir, il a le droit de l'abandonner sur un banc ou dans une poubelle, il a le droit de faire ce qu'il veut, le lecteur. Et il faut respecter le lecteur.
Mais quand la bande dessinée est bonne, vous êtes acteur et spectateur de quoi? De vous-même. Exactement comme l'initiation est elle-même un moment où on est acteur et spectateur de soi-même. Et cela m'entraîne à autre chose dont parlait François tout à l'heure, sur l'imagination. Je pense que l'imagination est une illusion, comme tout dans la vie est une illusion. Et quand je regarde une bande dessinée, je ne peux pas faire autrement de penser que la suite d'images qui crée le mouvement, de dessin, pardon, qui crée le mouvement, la façon dont le dessinateur a disposé ses petites vignettes et ses grandes vignettes dans la page, tout ça, ce n'est qu'illusion, quoique on essaie de m'entraîner vers quelque chose. Et alors, dans ces cas-là, je regarde le papier, je touche le papier. Vous savez, le contact avec le papier est très important. Je touche le papier et je me dis, mais ce papier, il n'existe pas. Il n'y a rien. Et voilà pourquoi, personnellement, la bande dessinée, actuellement, dans mon état d'esprit actuel, est important. C'est parce qu'il me renvoie à l'illusion. Et nous sommes tous illusions. Rappelez-vous, Shakespeare et la chandelle. Merci. Très cher, je vous propose de passer un peu la parole à la salle, à notre cher public venu vous écouter. Et vous avez dû lancer tellement de pistes. Tout d'abord, merci. Dans un monde même maçonnique épris de rationalité, ça fait du bien de s'élever un peu. J'ai pris des notes pour une fois pour poser ma question. En BD, l'histoire se passe entre les cases. En BD, l'histoire se passe entre les cases. En franc-maçonnerie, elle se passe entre les tenues. Dans la poésie, elle s'écoule entre les mots. C'est la liberté. Donc, pour moi, BD symbolise poésie mène au monde imaginal, théorisé par Corbin, en fait, cette espèce d'espace entre le monde sensible et le monde intelligible. Et quelque part, dans ce monde imaginal, c'est le seul monde sacré qui nous est plus ou moins... Dans ce monde imaginaire, c'est le seul monde sacré qui nous est à tout le moins accessible. Et je voudrais savoir, fort de tout cela, comment la bande dessinée, comment votre imaginaire a nourri à la fois votre trait, votre pratique, grâce à la maçonnerie en fait. Est-ce qu'il y a eu un apport quelconque dans la manière de raconter les histoires? Ce que j'ai souvent remarqué, c'est que, et je vais être très court, on a plusieurs formes de triangles possibles et imaginables, et quand on commence, la forme du triangle influence notre pensée. Donc le dessinateur a une énorme responsabilité dans ce qu'il dessine, dans ce qu'il propose. Donc je voulais savoir si la franc-maçonnerie avait influencé tout ça. J'ai dit. Je voudrais répondre très rapidement sur un plan. Je parlais d'illusion. Tout est dans une affaire d'énergie. Tout est une affaire de rythme. Dans le rythme, qu'est-ce que c'est que le rythme? C'est le blanc dont tout à l'heure parlait Alain-Jacques Lacaux lorsqu'il parlait de ce qu'il y avait dans une phrase. C'est ce qu'il y a entre deux images. Deux points. Je vais pas faire une réponse générale parce que ça mériterait 3 heures, la question. Tu as parlé de rationalité et d'imaginaire. En sous-entendant, mais ça n'était peut-être pas ton intention, c'est peut-être moi qui ai mal compris, en sous-entendant que l'imaginaire n'était pas rationnel. Et c'est vrai qu'on a tendance en Occident à renvoyer l'imaginaire du côté de l'irrationnel. Non. Il y a un de nos frères, très grand anthropologue des religions, qui s'appelait le frère Gilbert Durand. Et puisque tu as parlé de l'imaginal, c'est-à-dire de référence à Henri Corbin, Gilbert Durand a révolutionné l'anthropologie en montrant que l'imaginaire
était structuré. Sauf qu'il n'est pas. En fait, on a deux cerveaux, hein, le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau gauche est le siège de la pensée logique et le cerveau droit est le siège de la pensée non pas illogique, mais analogique. Ce qui veut dire que notre cerveau droit, qui est donc le siège de la pensée imaginaire, est structuré tout à fait rationnellement, sauf qu'elle est structurée d'une façon différente que le cerveau gauche. Et la franc-maçonnerie s'adresse au cerveau droit et à la pensée imaginaire. Pour justement, à quoi servent les rituels, à quoi servent les légendes, à structurer la pensée imaginaire. Dans un Occident où on privilégie la pensée dite rationnelle, c'est-à-dire la pensée logique. Et la très grande différence qu'il y a entre ces deux pensées, la pensée logique et la pensée analogique, l'imaginaire dans toutes ses formes étant le fruit de la pensée analogique, la très grande différence, c'est que la pensée logique est déductive. Petit a, petit b, petit c, bon, elle fonctionne en escalier. Alors que la pensée analogique est inductive. Elle n'est pas déductive, elle est inductive. C'est-à-dire qu'on te présente une image, on te présente un symbole, mais on ne te dit pas ce que ça veut dire. C'est à toi d'envisager dans un halo de sens, c'est pour ça que c'est très ouvert, ce que ça signifie. Ça, c'était la première Et Alain Jacques, il faut aussi que je voulais qu'on te faire. partage un peu la parole. Mais il a dit un autre point très important. La main précède l'esprit. Anaxagore, philosophe présocratique. Là aussi, contrairement à ce que pense l'Occident, c'est en faisant les choses qu'on les comprend et non pas l'inverse. Merci Alain Jacques. Je crois qu'il y avait une troisième réponse aussi prête à côté de moi. Je suppose que la question m'était adressée, la fin de la question m'était adressée. Et donc, tu voulais savoir si il y avait un rapport entre... En fait, dans ma conception, il n'y a pas des choses séparées. Il n'y a pas la maçonnerie d'un côté, le dessin de l'autre, la bande dessinée. Tout ça, c'est une seule et même chose. Et donc, ce qui fertilise l'un, c'est peut-être l'autre, et inversement. Et donc, c'est une espèce de... Je ne me sens pas morcelé avec des responsabilités imaginatives qui seraient... Je pratique ma maçonnerie comme je pratique le dessin, comme je suis aussi un adepte des arts martiaux, et quand je suis dans un combat de kendo, j'essaye de le faire en tant que dessinateur ou en tant que... tout ça, c'est une seule et même chose. Ensuite, le parcours de l'imaginaire est très... Alors, si je dois prendre une image, faire apparaître des idées, c'est extrêmement... c'est une discipline. C'est une discipline que j'ai appris très tôt, grâce à des tas de bombardements que j'ai pu avoir, la télévision, les bandes dessinées que je lisais, etc., qui ont fait que j'ai cultivé une sorte d'interdépendance avec l'imagination. L'imagination, c'est un peu comme, en tout cas, trouver des idées. C'est un peu comme un pêcheur. Un pêcheur qui ne sait pas ce qu'il y a en dessous de la surface de l'eau. Mais il va venir et il va fabriquer des appâts. Il ne sait pas ce qu'il va trouver, mais il va faire un appât. Son appât, si je dois le comparer à l'univers conceptuel, ça serait l'intention. J'ai un article de journal à devoir illustrer. Je lis l'article, ça va être mon appât. C'est l'intention qui va motiver mon parcours à la pêche. Alors je vais balancer cet appât et je vais voir ce qui va arriver. Et ce qui arrive est toujours surprenant.
Mais cette espèce de convivialité qu'on entretient entre ce qu'il y a en dessous de l'eau et ce qu'il y a au-dessus, on pourrait rapporter ça à la rationalité, et ce qui est en dessous, c'est tout l'univers irrationnel, tout un univers dans lequel on peut aller puiser à souhait. Et donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Je crois que j'ai vu d'autres mains se lever. La main précède l'esprit. Dans la maçonnerie spéculative, il y a quand même une part d'opératif. Il y a de l'opératif dans la bande dessinée, c'est indéniable. Ma question toute bête, toute simple, serait: fait-on une bonne planche en BD ou en maçonnerie de la même façon? Une page de bande dessinée s'appelle une planche. Et donc, quand on travaille sur nos planches, on travaille le mieux possible. Parce que la résultante qu'il peut y avoir dans les albums de bande dessinée, c'est le mieux qu'on puisse faire. Si on était capable de faire mieux, on l'aurait fait. Parce qu'il y a un truc qui est très intéressant aussi avec le dessin, c'est qu'on est presque obligé d'être un honnête homme. Et ça fait partie aussi des conceptions, je trouve, dans la maçonnerie. C'est-à-dire devenir un honnête homme. Et la bande dessinée ou le dessin nous oblige à être un honnête homme. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien ce qu'on a réussi à dessiner et ce qu'on n'a pas réussi à dessiner. Parce qu'on a aussi nos collègues qui nous regardent. Et qui regardent nos dessins et qui disent « ouais, là, non ». Ça nous oblige à accepter cette critique et à accepter aussi de voir qu'on a été négligent sur une partie du dessin. Tout le travail qu'on fait en tant que dessinateur de bande dessinée, c'est d'être le plus concentré possible sur ce qu'on fait, le plus impliqué possible dans ce qu'on fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir dans les musées, par exemple, et de vous poser la question, quand vous êtes en face d'un tableau ou en face d'un dessin, de regarder là où est le dessinateur ou le peintre et là où il n'est pas. Ça, c'est vachement intéressant, parce que là, dans un tableau, on peut voir là où il a mis toute son intention. Par exemple, vous prenez des tableaux de Ingres. Ingres, c'est un excellent dessinateur. C'est un super portraitiste. Mais là où il est vraiment, et là où il jouit, là où il est dans une espèce d'extase pas possible, et ça se voit, c'est dans ses vêtements, dans les soieries. Donc comment il va faire un velours à partir de presque rien? Comment il va faire un détail d'une chemise, et tout de suite on voit que c'est du lin. On ne voit pas que c'est de la soie, on ne voit pas que c'est de la satinette, c'est du lin. Et là, vous voyez où est Ingres. Et à d'autres endroits, il y est, mais plus négligemment, parce qu'il sait le faire. Alors, regardez ça, c'est passionnant. Et juste, après je passe la parole, juste pour aussi compléter ce que tu disais sur le geste qui précède. J'ai fait une expérience dans le cadre d'un petit spectacle avec Fluide Glacial où on était associés, 2 dessinateurs avec des équipes de théâtre qui faisaient des joutes d'improvisation. Donc il y avait un thème qui était balancé et les équipes de théâtre commençaient à improviser sur le thème. On arrêtait leur représentation et c'est nous, les dessinateurs, qui devions terminer ce qui avait été improvisé par les équipes. Et là, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Et très vite, j'ai compris un truc, c'est qu'il fallait d'abord dessiner, pas se demander qu'est-ce qui s'était passé, comment je pourrais résoudre. Mais c'était le dessin lui-même qui amenait sa propre solution. Ça, c'était extrêmement intéressant pour reprendre ce que disait mon collègue. D'abord agir
et après on regarde. Oui, moi je vois une grande différence entre une planche maçonnique, il y en a plusieurs, entre une planche maçonnique et la bande dessinée. On parle de bande dessinée, on parle de dessin, mais il y a aussi du texte dans une bande dessinée. Ce texte, il est extrêmement important, mais il est généralement fait d'ellipses. Une ellipse, ça veut dire que je vais très vite d'une idée à une autre en sautant, ce qui me permet d'aller de cette idée à la suivante. Dans une planche maçonnique, c'est l'inverse. Il faut être très rigoureux, il faut expliquer et il ne faut pas sauter une étape. Sinon, on perd son auditoire. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On est dans un moment de l'évolution de la bande dessinée où le dessinateur a une importance primordiale et où, au contraire, celui qui fait les phylactères, celui qui fait le texte, n'en a pratiquement plus. Il faut comprendre cela. C'était tout à fait l'inverse il y a 50 ans. Quand on regarde les bandes de Marcinelle, par exemple, on s'aperçoit que, regardez Tintin, vous avez parfois une page entière de texte avec en dessous la tête du capitaine Haddock qui est en train d'expliquer. Je pense que tout est une histoire de bascule. La balance, avant de s'équilibrer, eh bien, il faut qu'elle aille entièrement d'un côté, entièrement dans l'autre. Je crois fondamentalement que sans le dessinateur, il n'y a pas de scénariste, mais je crois également que sans scénariste, il n'y a pas de dessinateur. Je crois fondamentalement à cela. Maintenant, on peut être à la fois les deux, mais là encore, il faut aussi essayer de faire cette balance. Et quand je parle de balance, là, je suis maçonnique. Une autre question dans la salle ? Merci. Je voudrais soumettre une expérience vécue à votre appréciation et à votre analyse. Quand j'étais au collège, il y a très longtemps, moi et mes camarades et beaucoup d'élèves étaient très attirés par la bande dessinée. Et cette attirance était tellement forte que c'était interdit. Il était interdit de lire la BD sous peine d'être privé de sortie le dimanche. Bien. Et puis après, à partir de l'âge de 14-15 ans, plus on s'approchait du baccalauréat, moins on était attiré par la bande dessinée. Et après le baccalauréat, la plupart de mes copains et moi, on s'était éloignés de la BD alors qu'on était des fanats de la BD quand on était adolescent. Y a-t-il une explication ? L'explication que je peux vous donner, c'est un peu celle que j'ai entamée tout à l'heure, c'est-à-dire que vous ne vous êtes pas rendu compte à quel point vous étiez rentré dans l'univers conceptuel. Quand vous lisiez de la bande dessinée, vous étiez dans l'expérimentation de votre propre monde, du monde que vous aviez appris. C'était à travers les aventures des personnages que vous aimiez bien que vous pouviez vous transposer. Et vous pouviez vous y transposer parce que justement c'était lié à votre expérience physiologique, émotionnelle, affective. Petit à petit, on vous a appris la mathématique, on vous a appris la grammaire, on vous a appris des trucs qui sont de l'ordre de la conception et on a négligé. Le problème, c'est pas qu'on vous a empêché, c'est qu'on vous a amené à négliger quelque chose que vous aimiez bien. Et vous en êtes pas rendu compte. Parce que cette quantité négligeable, petit à petit, qui a opéré en accaparant votre esprit et en vous amenant votre esprit vers le concept, vous a empêché de continuer l'expérimentation par la bande dessinée. Une autre chose que je peux dire aussi par rapport à ce qui a été dit juste avant, c'est que comment j'envisage le travail de la bande dessinée aujourd'hui ? Quand je commence ma première case, j'essaye de faire en sorte d'accaparer votre esprit. C'est-à-dire mon travail est un travail d'envoûteur. Je dois envoûter votre esprit. Et vous baladez pendant tout le cours de l'histoire et vous relâchez votre esprit à la fin. Mon travail, c'est de m'amuser avec l'esprit du lecteur.
comme je m'amuse avec le mien propre, bien sûr, au moment où je le fais. Mais il y a une convivialité entre les deux, c'est que si je peux vous faire, et alors peut-être que ça représente aussi une relation avec l'expérience maçonnique, c'est que si je sais que je fais ça avec le lecteur, vous devenez le chevalier blason d'argent. Et d'un seul coup, vous allez vivre les aventures de Blason d'argent. Parce que ce qui est incroyable avec la bande dessinée, il suffit d'aller à la FNAC ou dans les grandes librairies, c'est que vous ouvrez un album et le gars, il lit l'album debout dans une coursive, alors qu'il y a des annonces publicitaires. Et là, d'un seul coup, il est hypnotisé par ce qu'il voit. Ce qui est totalement phénoménal, puisque en littérature, vous lisez jamais un roman debout à la FNAC ou debout dans une librairie. Vous allez prendre chez vous, vous allez mettre une lumière tamisée, créer un conditionnement pour pouvoir le lire. La bande dessinée, elle peut se lire comme ça, ce qui est incroyable. Elle a une capacité hypnotique, quand elle est bien faite, à prendre votre esprit et à le balader. Et quand vous avez... Alors bien sûr, mon boulot à moi, c'est de relâcher votre esprit à la fin. Parce que je ne dois pas vous garder votre esprit avec mes trucs à moi. Je vous ai baladé, je vous ai fait expérimenter, grâce à mes personnages, tout un tas de péripéties. Et à la fin, je conclus. Comme ça, vous pouvez rentrer chez vous avec votre esprit sans que j'en ai pris une part. Ce que je déteste, c'est les fins ouvertes. Dans les films, les mecs qui font des fins ouvertes sont des assassins de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils vous prennent votre esprit et à la fin, ils vous disent « démerdez-vous, trouvez la solution vous-même ». Mais c'est pas possible, ça. J'ai baladé l'esprit de quelqu'un et à la fin, je lui dis « démerde-toi ». Et lui, il reste avec ça chez lui. Il dit « mais comment alors il a pu se passer ça, il aurait pu y avoir autre chose, etc. » Ça, c'est pas faire son boulot. Son boulot, c'est d'envoûter l'esprit, de lui donner un parcours et de le relâcher à la fin. Voilà. Et dans le roman, pareil. Un point pour répondre à cette question. Rapidement, parce qu'on va devoir laisser la salle. Très, très rapide. L'éducation, telle qu'elle est conçue en Occident, est une éducation à l'abstraction. En oubliant justement toute l'éducation qu'il y aurait à faire, parce que cette éducation à l'abstraction, on apprend la grammaire, on apprend, etc. Alors que l'image, comme je le disais tout à l'heure, c'est un langage. C'est pas le même langage que le langage du concept et de l'abstraction. C'est un langage qui fonctionne exactement d'une façon différente. On parle de l'image pour arriver au concept. Sauf qu'on est dans une société où, au cours préparatoire, exactement de la même façon qu'on apprend la grammaire ou qu'on est censé l'apprendre, il n'y a pas encore, en Occident et nulle part ailleurs dans le monde, l'apprentissage de la grammaire de l'image. Voilà, il n'y a pas d'apprentissage de la grammaire de l'image. Or, l'image est quelque chose que l'on reçoit. Vous savez, les Canadiens, ils appellent la télévision le tête-œil. Bon. On n'apprend pas à la grammaire de l'image. On n'apprend pas à comprendre comment une image est structurée. Le travail d'un scénariste et d'un dessinateur de BD, c'est justement de structurer un concept et de lui donner une forme. Mais l'auteur, lui, c'est pas son boulot. Il vous explique pas comment, en partant de l'image, il arrive au concept. Et le grand déficit de l'éducation en Occident, c'est ça, c'est qu'on n'apprend pas la grammaire de l'image, alors qu'on est toute la journée subjugué, entouré d'images, et qu'on est incapable de les décoder.
Une petite seconde, rien pour répondre J'en là-dessus. prie, Joël. La maçonnerie nous fait réfléchir là-dessus, parce qu'il nous fait faire la différence entre le concept et le symbole. Mais il faut les deux. Le concept, c'est la raison, alors que le symbole, c'est l'imagination, c'est l'intuition, tout ce que vous voulez. Voilà en quoi la maçonnerie peut, par exemple, influer sur notre manière de voir les choses. Eh bien, ça me paraît être une excellente conclusion. Très chers amis, l'heure est en tournée, on doit laisser la place à la prochaine conférence. Mes très chers intervenants et amis, je vous remercie pour votre participation et la richesse de ces débats. Merci à toi. Merci.